Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de faire un exposé essentiellement pédagogique, parce que j'ai remarqué que la plupart des gens sont perdus dans le dédale de ces négociations entre la Suisse et l'Union européenne qui n'en finissent pas. J'espère qu'à la fin de cet exposé, vous y comprendrez un peu plus, ou peut-être un peu moins, parce que vous allez voir, on est assez perdu. Je commence en décembre 2024. Comme vous le savez, des négociations ont été conclues entre la Suisse et l'Union européenne en décembre. Il y a eu une belle embrassade entre la présidente de la Commission européenne, la présidente de la Confédération. Le problème, c'est que le texte n'a toujours pas été publié. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont conclu. On a des fiches. Le Conseil fédéral, la Commission européenne ont publié des fiches sur Internet, vous pouvez consulter, qui résument la situation. On a des interviews. Il y avait un common understanding au début des négociations, donc on se rend à peu près compte de ce qui a été décidé, mais on n'a pas le texte, ce qui est assez incroyable. Donc, il n'a même pas été paraphé, le texte, par les négociateurs, et bien entendu, il n'a pas été signé, bien entendu, il n'a pas été ratifié. On est dans un processus assez bizarre. On a même une dispute à propos du nom. On ne sait pas comment il s'appelle. Le truc. Mais c'est pas innocent. C'est pas innocent parce que derrière l'appellation de ce truc, il y a des sous-entendus politiques. Donc pour les partisans de ce texte, de cet accord, les plus durs partisans, on va dire, ils l'appellent les accords bilatéraux 3. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que c'est juste la succession des accords bilatéraux 1 et 2 qui ont été votés par le peuple suisse, qui sont populaires d'après les sondages d'opinion. Donc donner l'impression que c'est juste une continuation, ça doit rassurer. Pour les partisans un peu plus soft, on parle de paquet global. Ça va être un peu l'expression que je vais utiliser moi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, c'est une façon de présenter les choses. Les opposants, eux, les modérés, disent que c'est un accord institutionnel bis. C'est la même chose que l'accord cadre ou l'accord cadre institutionnel qui avait été négocié, vous savez, en 2018. Le Conseil fédéral avait tiré la prise en 2021. Il y avait beaucoup d'opposition. Donc les opposants disent, mais en fait, c'est la répétition de cet accord institutionnel. Donc c'est une façon de connoter négativement, mais pas trop méchamment, mais de connoter négativement cet accord. Et puis les opposants hard, alors eux, ils parlent d'accord colonial, d'accord de soumission, d'accord carcéral, enfin il y a un synonyme, je ne vais pas faire la liste, mais voilà. Donc c'est pas innocent le terme qu'on utilise. Je vous rends attentif à cela. Mais pour l'instant, il n'y a pas de terme officiel, ni de la part de l'Union européenne, ni de la part de la Suisse. C'est un feuilleton. Je vous passe toutes les étapes du feuilleton. Je les ai mises tout à la fin dans le rebut, mais je sais que ça vous embête de voir toutes ces étapes, mais ça fait 17 ans qu'on en parle. Ça a commencé déjà vers 2008. Les négociations formelles ont commencé plus tard. Il y a eu des centaines de rencontres, peut-être même un millier. Rien que cette année, enfin 2024, pardon, il y a eu 200 rencontres. Pas toujours en présentiel, évidemment, mais enfin, ça vous dit, ça vous donne une idée de l'ampleur de ce feuilleton. Et puis, vous savez qu'il y a de nombreux négociateurs suisses qui ont été écartés, beaucoup de secrétaires d'État qui avaient été nommés en Suisse. M. de Watteville, Mme Loy, M. Balzaretti, enfin, pas faire toute la liste de tous ces secrétaires d'État qu'on était chargé de cela. Et même ce matin, j'ai assisté à une conférence avec M. Cassis à Lausanne, et il a dit que son prédécesseur, PLR, M. Burkhalter, avait abandonné le poste
parce que le dossier était trop toxique. Donc, même M. Cassis dit que son prédécesseur avait démissionné à cause de la toxicité, la difficulté de ce dossier. Donc, c'est quand même pas banal dans l'histoire suisse d'avoir un dossier aussi compliqué qui n'avance pas et qui est vraiment un casse-tête, un labyrinthe, un dédale. Alors, quel est le contenu de ce que je vais appeler ce soir, parce qu'il faut bien donner un nom, le paquet global? Pourquoi je l'appelle, moi, paquet global? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à la fois. C'est une liste à la Prévert, ça va un peu dans tous les sens. Et les gens sont perdus, hein, parce que c'est à la fois l'ajout de 3 nouveaux accords bilatéraux. Là, on peut dire que c'est des accords bilatéraux, 3, de ce point de vue-là. Ouais. Un accord sur l'électricité, un accord sur la santé, un accord sur la sécurité alimentaire. Donc là, on peut dire que c'est effectivement des accords bilatéraux 3, mais il n'y a pas que cela. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est toujours le volet institutionnel. Et ça reprend ce qui avait été prévu dans l'accord cadre institutionnel donc de 2018 qui avait été abandonné en 2021. Donc on met un nouveau niveau institutionnel, je vais détailler tout à l'heure, sur 5 accords importants que la Suisse a avec l'Union européenne et sur les 3 nouveaux que je viens de mentionner, donc l'électricité, la santé et la sécurité alimentaire. Mais donc sur 5 accords très importants, les plus importants en fait, que la Suisse possède avec l'Union européenne, on rajoute un niveau institutionnel que je vais expliquer tout à l'heure. Et puis, il y a aussi l'ajout d'une clause de sauvegarde sur l'immigration qui n'avait rien à voir. C'est pour ça que moi, je parle de paquet. On fout tout là-dedans, on mélange tout. Ça n'avait rien à faire, mais on rajoute une clause de sauvegarde sur l'immigration. On parle aussi d'une clause de solidarité. On va augmenter la solidarité envers les pays d'Europe centrale et orientale et on va aussi réintégrer les programmes de recherche de l'Union européenne. Donc on met beaucoup de choses dans ce truc, cet accord global qui a été négocié, dont la négociation a été finalisée fin décembre, mais qui n'a toujours pas été paraphé. Alors je commence par les aspects institutionnels. C'est ceux qui posent le plus de problèmes. Et il y a une petite nouveauté. Il y a une petite nouveauté par rapport à la précédente approche. La petite nouveauté, c'est que désormais, l'approche est horizontale et pas verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la précédente forme, donc dans l'accord cadre institutionnel, on disait il y a un accord cadre institutionnel et on le décline sur la libre circulation des personnes, sur les obstacles techniques au commerce, sur l'agriculture, etc. Là, on fait le contraire. On prend la libre circulation des personnes et on dit il y a un cadre institutionnel. On prend les obstacles techniques au commerce et on dit il y a un cadre institutionnel. Ça revient à peu près au même. On est à peu près d'accord. Donc, au lieu de dire il y a un cadre général qui s'applique à tous, on dit qu'il y a le même cadre. C'est ça, hein, la différence entre horizontal et vertical. Ça a quand même un avantage, c'est d'éviter ce qu'on appelle une clause guillotine générale ou super guillotine. Ça veut dire que si l'Union européenne, je vous expliquerai ça tout à l'heure, devait sanctionner la Suisse dans un domaine, disons la libre circulation des personnes, où il y a un problème dans un domaine, disons la libre circulation des personnes, dans l'ancienne approche, elle pourrait appliquer des sanctions à la Suisse, disons, sur les obstacles techniques au commerce. Dans cette nouvelle approche, ce ne sera pas possible. Si l'Union européenne est fâchée avec la Suisse, je vous expliquerai comment, elle pourra appliquer des sanctions que dans le domaine incriminé. Donc si elle a un problème, en général dans la libre circulation des personnes, eh bien c'est dans la libre circulation des personnes que l'Union européenne devra prendre des sanctions. Donc c'est un avantage. Ça ne change pas fondamentalement la problématique, mais c'est un avantage donc, de passer du vertical à l'horizontal. Maintenant, les 2 points principaux de ce paquet, c'est reprise dynamique de l'évolution du droit de l'Union européenne et c'est le règlement des différends. Donc je commence par la reprise dynamique de l'évolution du droit de l'Union européenne. Donc c'est la nouveauté principale qui était déjà contenue dans l'accord cadre institutionnel et c'est celle qui pose au fond le plus de problèmes. Donc la situation actuelle, elle est
on appelle statique. C'est-à-dire que si le droit de l'Union européenne évolue actuellement, la Suisse n'est pas obligée de reprendre l'évolution de ce droit. Elle peut le faire, en 95-97% elle le fait, mais elle n'est pas obligée de le faire. Juridiquement, il n'y a pas de contrainte de la Suisse de reprendre l'évolution du droit de l'Union européenne pertinent. Je ne parle pas du droit de l'Union européenne sur la monnaie unique ou la politique étrangère. Là, il n'y a pas d'accord avec la Suisse, ce n'est pas pertinent. Mais c'est pertinent s'il y a des accords entre la Suisse et l'Union européenne, et donc surtout pour ces 8 accords dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai mentionnés. Alors, actuellement, donc, la reprise est dite statique. Sauf déjà pour Schengen et l'aviation, ça la Suisse reprend de façon dynamique l'évolution automatique, l'évolution du droit de l'Union européenne. Mais dans les autres accords, donc ceux que j'ai mentionnés là, les 8, la Suisse ne reprend pas de manière automatique ou dynamique l'évolution du droit de l'Union européenne. Donc certains milieux suisses, en fait la plupart des milieux suisses aimeraient garder cette situation actuelle de statisme. Donc la position suisse, elle est en rouge sur mon exposé, comme le drapeau suisse. Donc la position suisse, c'est, si possible, on s'engage à rien, même si dans la réalité, il y a cette fameuse autonome Nachvollzug, cette adaptation à froid que la Suisse pratique sans trop le doute. Alors l'Union européenne, pourquoi est-ce qu'elle aimerait que la Suisse reprenne de manière automatique l'évolution de son droit pertinent ? C'est parce qu'elle considère que si la Suisse ne le fait pas, il y a des risques de triche. Alors l'expression juridique, c'est « level playing field », garder des règles du jeu qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est comme au football, la règle c'est que vous n'avez pas le droit de jouer avec les mains, vous n'avez pas le droit de... si vous le faites, vous ne respectez pas les règles du jeu, donc il y a de la triche. Donc du point de vue de l'Union européenne, il faut qu'un pays tiers comme la Suisse qui participe à l'évolution du marché intérieur accepte les règles du jeu. Alors on s'est mis d'accord pour un compromis, et c'est pour ça que c'est en vert. Donc la position de l'UE, c'est en bleu, comme le drapeau bleu de l'Union européenne. Et puis le compromis, voilà, c'est sur quoi on s'est mis d'accord dans le paquet global, c'est sur l'expression dynamique. Dynamique, ça veut dire automatique, mais ça veut dire aussi que la Suisse peut ne pas reprendre l'évolution du droit de l'Union européenne. Donc c'est ambigu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de controverses et il n'y aura que des controverses ces prochaines années, parce que tout ce que je vais vous dire est ambigu. Parce que c'est des compromis diplomatiques sur les arrière-pensées, et c'est très très difficile de dialoguer et de communiquer sur ce genre de sujet. Donc les deux partis, les partisans et les opposants, sont en droit de dire c'est catastrophique, c'est une reprise automatique, on n'est plus un peuple souverain, etc. Et puis les autres les partisans sont aussi en droit de dire, mais oui, en principe, on reprend. Mais, en même temps, on a mis en place un mécanisme pour ne pas reprendre. C'est ça l'ambiguïté. Donc, en principe, on reprend, mais on a tout le mécanisme pour ne pas reprendre. Et donc, si le Parlement suisse, et surtout le peuple suisse, ne peuvent ou ne veulent pas reprendre une nouvelle législation de l'Union européenne pertinente, ils pourront le faire. Donc la démocratie directe n'est pas remise en cause. Simplement, on a prévu quelles sanctions l'Union européenne pourra faire. Donc on a tout prévu. Mais ces sanctions de l'Union européenne, elles devront être proportionnées. Mais comment vous définissez la proportionnalité ? C'est un tribunal arbitral qui va décider de la proportionnalité, un tribunal arbitral indépendant de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est lui qui va décider. Et ces sanctions doivent être dans le domaine incriminé. Alors certains disent, oui, mais c'est scandaleux, il y aura des sanctions de l'Union européenne. En droit, on ne parle pas de sanctions, on parle de mesures de rééquilibrage, enfin, on utilise des euphémismes pour dire sanctions, mais enfin... Moi, je ne suis pas juriste, et je crois que pour communiquer, il vaut mieux dire les choses clairement. C'est des sanctions. Mais ces sanctions devront être donc proportionnelles à la faute de la Suisse de ne pas avoir repris l'évolution du droit de l'UE. Un tribunal arbitral pourra juger si elles ne sont pas trop importantes. Et les partisans des accords bilatéraux disent, mais vous ne vous rendez pas compte, les sanctions, elles existent déjà.
l'UE a déjà sanctionné la Suisse en refusant, par exemple, que la Suisse participe au programme de recherche de l'Union européenne, en imposant la remise en place des obstacles techniques au commerce sur les instruments médicaux. C'est des sanctions qui ont été déjà prises par l'UE parce qu'elle n'était pas contente avec la Suisse, mais ces sanctions, elles n'étaient pas encadrées. L'avantage du paquet global, c'est qu'elle serait encadrée, elle serait balisée, comme je viens de vous l'indiquer. Donc ça, c'est le premier point, reprise dynamique de l'évolution du droit de l'UE, le sujet, évidemment, le plus important. Le deuxième problème, la deuxième problématique, on va dire, c'est le règlement des différends. Donc s'il y a un problème entre la Suisse et l'UE, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Jusqu'à maintenant, de façon assez étrange, on n'a pas de mécanisme juridique, on n'a qu'un mécanisme administratif, ce qu'on appelle le comité mixte. Donc il y a des représentants de l'UE, des représentants de la Suisse, des hauts fonctionnaires, assez en secret, qui se réunissent et qui essayent de trouver des solutions. Parfois, les discussions ne reviennent même pas au Conseil fédéral, mais enfin, ça se négocie à ce niveau-là. Parfois, il n'y a pas de solutions qui sont trouvées pendant des années, etc. Donc, aussi bien la Suisse que l'UE disent c'est vrai que ça ne peut plus continuer comme ça longtemps. Faut voir aussi que les accords bilatéraux, ils avaient été conçus comme temporaires, en attendant peut-être une adhésion de la Suisse à l'espace économique européen ou à l'Union européenne. On ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Maintenant, ça fait 20 ans et visiblement, ça va encore durer. Donc, on n'avait pas envisagé un mécanisme juridique. Alors, la position suisse, assez traditionnelle suisse, c'est de dire on fait un tribunal arbitral. Donc en rouge, vous avez la position suisse. On veut un tribunal arbitral, un juge suisse, un juge de l'UE et un juge indépendant. Ça, c'est la position suisse assez typique. Puis l'UE dit, mais non, mais c'est du droit de l'Union européenne que vous allez reprendre. Donc nous, on veut que ce soit la Cour de justice de l'UE ou Cour de justice de l'AELE qui reprend la Cour de justice de l'UE, qui s'occupe de ça, mais que ce soit basé sur le droit de l'UE. Donc, conclusion, on fait un compromis bancal, ambigu, et chacun y retrouve, comme dans une auberge espagnole ou dans un dîner canadien, un repas canadien, ce qu'il a apporté, quoi. Et donc, finalement, dans la solution de compromis, on a toujours le comité mixte. Puis si ça ne va pas au niveau du comité mixte, ça va à un tribunal arbitral, un Suisse, un de l'UE, un autre. Mais si ça touche le droit de l'Union européenne, et donc par hypothèse, si l'UE n'est pas contente, alors il faut en référer à la Cour de justice de l'Union européenne. Et la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, elle est contraignante, elle est binding sur le tribunal arbitral. Donc le tribunal arbitral doit reprendre ce que la Cour de justice de l'UE a décidé. Et c'est là que vous avez les oppositions, évidemment, surtout l'UDC, qui disent on n'a pas fait la Suisse avec l'Albarde qu'elle a pour accepter des juges étrangers. Il y a toute la mythologie de l'indépendance de la Suisse, de Guillaume Tell qui ressurgit. On nous réimpose des juges étrangers. Mais, de nouveau, l'ambiguïté, c'est qu'on prévoit que la Suisse pourrait ne pas reprendre l'avis du tribunal arbitral. Et que, de nouveau, il faudrait des mesures compensatoires de la part de l'Union européenne, mais qui soient raisonnables. Et le tribunal arbitral peut juger de leur proportionnalité. Donc vous voyez l'ambiguïté. C'est vrai que la Cour de justice de l'Union européenne joue un grand rôle. C'est vrai que le tribunal arbitral est lié par la Cour de justice de l'Union européenne. Si ça touche le droit de l'Union européenne, mais en général, ça touche le droit de l'Union européenne. Mais en même temps, il y a tout un mécanisme qui fait que la Suisse pourrait ne pas, au fond, reprendre le jugement du tribunal arbitral s'il ne lui convient pas, avec, évidemment, le risque de mesures de représailles de l'Union européenne, mais celles-ci doivent être limitées et le tribunal arbitral doit en décider. Donc vous voyez pourquoi les deux camps peuvent dire on a gagné, ou peut-être les deux camps ont perdu, parce qu'effectivement, il y a de l'ambiguïté dans ces sujets. Maintenant, il y a des problèmes annexes qui viennent se greffer, dont vous avez entendu parler.
Le premier, c'est la directive sur le droit des citoyens de l'Union européenne. Alors, c'est une directive qui n'était pas contenue dans l'accord cadre institutionnel, mais que la Suisse aurait dû adopter. C'est ce que les médias appellent la directive sur la citoyenneté, mais j'aime pas ce terme, parce que ce n'est pas un problème de citoyenneté. Ce n'est pas une directive qui dit que les citoyens de l'UE pourront voter aux élections municipales, cantonales, fédérales ou être élus. C'est pas ça. Donc j'aime pas trop le mot citoyenneté. Je pense que en allemand c'est Bürgerrechte ou Citizens' Right. Ça correspond plus à ce que c'est que la notion de citoyenneté qui, à mon avis, est induite en erreur. Donc je préfère l'expression qui est exacte, de droit des citoyens de l'Union européenne. Donc, dans le paquet global, il est prévu qu'il y aura quelques améliorations pour les résidents en Suisse qui proviennent de l'Union européenne. Donc, les citoyens de l'Union européenne qui vivent en Suisse se verront un petit peu faciliter la vie. Par exemple, au bout de 5 ans, ils auront un permis C. Automatiquement. Aujourd'hui, ça renague, ça traîne, les pays d'Europe centrale et orientale ne sont pas bien lotis. Enfin, dorénavant, un citoyen de l'UE qui réside en Suisse, qui travaille en Suisse, qui a un revenu, hein, évidemment, à condition qu'il exerce une activité professionnelle, il pourra obtenir donc automatiquement ce permis C. Il y a eu des discussions sur le renvoi des criminels étrangers, parce qu'en Suisse, dans notre constitution, on rend possible le renvoi de criminels étrangers. Et dans le droit de l'UE, en principe, si c'est un criminel qui vient d'un pays de l'Union européenne, il ne devrait pas être renvoyé. Mais là, l'UE a fait une concession et accepte que le droit suisse prime. Et donc là, on peut dire que c'est plutôt un succès des négociateurs suisses. Donc, si vous êtes en faveur de l'expulsion des criminels étrangers, mais c'est plutôt un succès donc, des diplomates suisses. Autre sujet dont vous avez entendu parler qu'un casse-tête, c'est ce qu'on appelle les travailleurs détachés. Là, c'est plutôt la gauche qui est vent debout sur cette question. Je vous rappelle ce que c'est qu'un travailleur détaché. Donc, c'est un ressortissant de l'UE qui vient quelques jours, jusqu'à 3 mois, travailler en Suisse, qui réside en Suisse pendant qu'il travaille, et qui vient sans sa famille et qui doit repartir au bout d'un moment. C'est un peu un travailleur saisonnier. La saison, elle peut durer 2 jours, ou elle peut durer 3 mois. Mais c'est un peu l'équivalent d'un travailleur saisonnier, mais on appelle ça un travailleur détaché. Et donc, vous savez, les syndicats, une bonne partie de la gauche sont montés au créneau en disant c'est la fin des mesures d'accompagnement, c'est la fin de la protection de nos salaires, c'est un dumping généralisé qui va se produire si on reprend les législations de l'Union européenne en matière de travailleurs détachés. Alors, il y a déjà les travailleurs détachés de l'Union européenne, de France, de Roumanie, ça existe déjà en Suisse, hein, il y en a beaucoup. Mais la Suisse avait mis en place quelques mesures pour éviter en partie le dumping salarial. Alors, pour rassurer la Suisse, et aussi parce que l'UE a évolué, il y a des éléments qui sont mentionnés dans le paquet global. Premièrement, on rappelle qu'il y a une directive très importante de l'Union européenne qui a été adoptée en 2018 qui consacre la notion de à travail égal, salaire ou revenu égal. Donc, en principe, un travailleur détaché, disons roumain ou français qui vient travailler en Suisse, il doit obtenir les mêmes salaires que les résidents en Suisse. Et si il vient travailler à Genève, il y a le salaire minimal, donc il doit obtenir le salaire minimal. On n'a pas le droit de payer moins que le salaire minimal. S'il y a une convention collective de travail, ce qui est plutôt le cas dans les autres cantons, eh bien, la convention collective de travail, si elle existe, elle doit s'appliquer. Donc ça devrait être une chose qui devrait rassurer les syndicats. Ça existait déjà en 2018, ils n'avaient pas voulu trop comprendre que ça existait, mais maintenant, la directive est entrée en vigueur et donc elle s'appliquera aussi à la Suisse. Pour encore rassurer la Suisse, il y a ce qu'on appelle une clause de non-régression salariale ou non-régression sociale si les salaires sont affaiblis de manière significative. Donc pour rassurer la Suisse,
Et s'il y a vraiment des salaires qui sont affaiblis de manière significative, eh bien, on pourrait éviter des travailleurs détachés, ou en tout cas obligés qu'ils soient payés au niveau des travailleurs résidant en Suisse. Le problème, c'est que la notion de régression sociale n'est pas définie et pourrait faire l'objet d'interprétations contradictoires entre l'UE et la Suisse. C'est un nouveau domaine qu'on ne connaît pas encore, on ne sait pas très bien comment ça va être interprété, qu'est-ce que c'est qu'une régression sociale. En tout cas, c'est le tribunal arbitral paritaire qui trancherait en cas de difficulté d'interprétation. Autre petit problème, mais qui a été monté en épingle, c'est qu'actuellement, un travailleur détaché doit s'annoncer 8 jours à l'avance. Et dans le droit de l'Union européenne, il n'y a pas cette exigence de 8 jours à l'avance. Bon, c'était une exigence des Suisses pour vérifier qu'il n'y a pas de dumping salarial. Et puis aussi, c'est une exigence qui a une vingtaine d'années et qui, en fait, préexistait au développement de l'informatique. Et donc, il fallait un peu de temps pour gérer les dossiers. Alors, la Suisse voulait maintenir ce statu quo à 8 jours, parce que ça permet donc de mieux vérifier si les conditions salariales sont bien remplies. L'UE donc voulait 0 jours, le paquet global fait un compromis, 4 jours. Bon, c'est peut-être pas le sujet le plus important, mais vous en avez entendu parler. Sujet qui est plus compliqué, et on va le voir où la Suisse n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, c'est la question des cautions. Donc, pour se prémunir du dumping salarial, la Suisse exige une caution de la part de l'entreprise qui engage un travailleur détaché. Caution, comme quand vous louez une voiture, vous déposez une caution parce que celui qui vous livre la voiture veut être sûr que vous rendez bien la voiture, en tout cas pas abîmée. Donc vous déposez une caution et puis on vous rend la caution à la sortie. C'est un peu la même chose, on dépose une caution pour vérifier que les salaires ont bien été payés. Et donc la Suisse a mis en place un système de ce type-là qui de facto discrimine les entreprises de l'UE parce que les entreprises suisses dans la réalité ne déposent pas cette caution et donc l'UE considère que c'est discriminatoire, que les règles du jeu ne sont pas respectées parce que les entreprises de l'UE payent la caution et les entreprises suisses ne payent pas la caution, donc considère que c'est pas normal, il faut supprimer cette caution. Donc l'UE voulait supprimer les cautions. Dans la réalité, effectivement, c'est plutôt l'UE qui prévaut. Les cautions sont supprimées, sauf pour les entreprises qui ont déjà été sanctionnées. Donc si une entreprise a déjà été prise en flagrant délit de triche, de dumping salarial, alors effectivement, on peut lui demander une caution. Je ne sais pas si c'est suffisant parce que beaucoup de ces entreprises changent de nom, d'appellation pour ne pas être prises en flagrant délit, donc ce n'est pas évident. Enfin, ça c'est plutôt une défaite de la Suisse et donc les syndicats ne sont pas contents par ce résultat. Et puis il y a la fameuse question des frais, vous avez entendu parler des frais. Tout à coup, dans la négociation, les syndicats ont dit « ouais, mais il n'y a pas que le salaire qui est important, il y a aussi les frais de logement, les frais de repas. » Et les syndicats ont dit, mais les frais, ça va être les frais en Roumanie, pour un repas en Roumanie ou pour un logement en Roumanie. Et c'est évidemment beaucoup moins cher que des frais de logement et surtout de repas pour un travailleur résident en Suisse. Donc ils ont dit, le dumping va être là. Et là, ils ont monté en épingle cette affaire en disant que ça pourrait être 3 000 francs pour un salaire, etc. etc. Donc, dans le droit de l'Union européenne, effectivement, les frais correspondent au pays d'origine et pas au pays de travail. Donc, pour être concret, c'est les frais en Roumanie pour le Roumain qui vient travailler en Suisse, ce n'est pas les frais en Suisse. Alors, le paquet global, texte ambigu, il faut bien le dire. Je vous lis, le Conseil fédéral énonce de manière sibylline que la Suisse exploitera pleinement la marge de manœuvre qu'offre la directive de l'UE concernant le détachement des travailleurs. C'est une manière de dire que l'on pourrait ne pas appliquer le droit de l'UE, car plusieurs États de l'UE s'en distancent déjà. Mais on ne le dit pas franchement. Donc on a remarqué qu'en fait, pas mal d'États, genre l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., n'appliquent pas la directive de l'UE. Et donc c'est les frais en Allemagne qui doivent être comptabilisés et pas les frais dans le pays d'origine.
Donc les pays trichent, n'appliquent pas le droit de l'Union européenne. La Commission européenne ne peut pas dire oui, je reconnais que les pays trichent, donc vous pouvez tricher aussi. Mais la Suisse dit ouais, bon, ben, on fera comme ceux qui trichent. J'utilise le mot triche, évidemment, c'est pas diplomatique, c'est pas juridique, mais pour que vous compreniez bien, quoi. Il y a un problème dans l'UE, c'est en train de changer, le droit est en train de changer. La Commission ne peut pas s'engager à dire « je vais contre le droit de l'UE », mais elle peut, semble-t-il, d'après le texte que je n'ai pas lu, puisqu'il n'a pas été publié, mais en fait, d'après ce qu'on comprend, la Commission peut accepter que la Suisse n'applique pas, en fait, le droit de l'UE, mais sans le dire explicitement. Vous voyez toutes les complexités de tout ça, et vous voyez pourquoi les deux camps peuvent dire on a gagné, oui, comme Trump, j'ai gagné. Mais c'est plus compliqué que ça. Alors, pour compliquer encore les choses, on a rajouté une clause de sauvegarde sur l'immigration. Alors ça, c'était pas du tout prévu, ça vient s'ajouter dans le paquet. Mais le Conseil fédéral, les partisans de l'Union européenne comprennent bien qu'il y a des fortes pressions à l'interne pour limiter l'immigration. Et surtout, ce qui leur pond au nez, c'est cette fameuse initiative de l'UDC sur une Suisse limitée à 10 millions de personnes. Et donc, ils se disent, il faut qu'on trouve quelque chose. Et donc, l'idée suisse, c'est de dire, on veut une clause de sauvegarde unilatérale sur l'immigration. Alors aujourd'hui, il y a déjà une clause de sauvegarde sur le libre établissement des personnes, mais elle est multilatérale. C'est-à-dire qu'il faut l'accord de l'UE et de la Suisse. Ou en d'autres termes, l'UE a un droit de veto sur cette clause de sauvegarde. Si la Suisse dit « je veux limiter le nombre de ressortissants de l'UE qui viennent en Suisse par année », l'UE peut dire « non, je ne suis pas d'accord ». Donc, on est dans cette situation actuelle. Suisse veut action unilatérale, l'UE veut garder son droit de veto, et on fait un paquet global ambigu. Alors là, il faut vous accrocher, ça fait déjà 30 minutes que je parle, je ne sais pas si vous tenez le coup, mais c'est toute la complexité. Alors, il est prévu dans ce texte que je n'ai pas lu que la Suisse peut actionner cette clause de sauvegarde de manière unilatérale en cas de graves difficultés économiques ou sociales déclenchées par l'application de l'accord. Mais ça doit être soumis au tribunal arbitral. Donc on rajoute un acteur, le tribunal arbitral, et surtout le juge neutre dans le tribunal arbitral, qui a un rôle décisif. Alors, le tribunal arbitral peut refuser, de ce point de vue, c'est possible, en disant mais il n'y a pas de difficultés économiques ou sociales qui sont déclenchées par l'application de l'accord. Au contraire, vous allez très bien, plus il y a d'immigrants suisses, plus votre PIB augmente, vous êtes un pays hyper prospère, vous n'avez pas de chômage. Je sais pas, j'imagine ce que peut dire le tribunal. Hein. Ouais, bon, ok, il y a plus de monde qui vient, mais ce n'est pas une difficulté économique, c'est peut-être une difficulté sociale. Mais la situation actuelle, c'est un pays très prospère qui boom économiquement, mais beaucoup de gens considèrent qu'il y a trop de gens qui arrivent. Donc c'est plutôt un problème social qu'un problème économique. Donc voilà. Donc le tribunal arbitral peut refuser. Donc ce n'est pas une clause unilatérale puisque le tribunal arbitral peut refuser. Et, donc le rôle clé du juge indépendant. Maintenant, s'il accepte... Ils ont prévu ça. Le tribunal arbitral peut accepter la demande de la Suisse. À ce moment-là, l'UE a déjà averti qu'elle pourra prendre des mesures compensatoires proportionnées. Donc vous voyez, c'est toutes les ambiguïtés, quoi. On dit que c'est unilatéral, mais en même temps, le juge indépendant pourrait rendre ça pas aussi unilatéral que cela, le déclenchement de la clause de sauvegarde. Et même si le tribunal arbitral dit oui, l'UE se réserve de prendre des mesures de compensation. Donc de nouveau, le Conseil fédéral, les partisans de l'accord disent oui, ben voilà, on a une clause unilatérale, c'est mieux que la situation actuelle où l'UE a un droit de veto. Puis les opposants disent ouais, mais enfin, je ne sais pas si unilatéral que ça, puisque le juge indépendant peut quand même bloquer et que l'UE se réserve de prendre des mesures compensatoires proportionnées.
Autre sujet de controverse, je passe un peu vite. La contribution suisse de solidarité va augmenter à partir de 2029. C'est 350 millions de francs au lieu de 130 millions actuels. Il y a des controverses sur le ferroviaire. Jusqu'à présent, les compagnies européennes de train ne peuvent pas offrir des services dans le trafic interne en Suisse si ces compagnies sont indépendantes d'un partenaire suisse. Alors vous me direz, oui, il y a des trains qui viennent de Milan, qui déposent des gens à Lausanne et qu'on reprenne à Lausanne et qui les amènent à Genève. Donc ça existe déjà. Hein. Mais c'est des compagnies ferroviaires qui sont binationales, suisse-italienne ou suisse-française pour le Ouigo ou comme ça, etc. Donc une compagnie purement italienne, par exemple, pourrait dorénavant, avec le paquet global, offrir la liaison Lausanne-Genève, pour être concret, sans que ce soit une compagnie mixte suisse-italienne. Donc certains milieux, surtout à gauche, ferroviaires, etc., disent ça va être la catastrophe, etc. Les partisans disent mais ça ne se produira pas parce qu'ils ont obtenu une clause qui dit qu'il faut tenir compte des contraintes du système ferroviaire suisse et de l'horaire cadencé. Et que dans la réalité, c'est quasiment impossible pour une compagnie étrangère de se faufiler dans l'horaire cadencé en Suisse. Mais de nouveau, les deux parties peuvent dire, voilà, c'est la catastrophe, il va y avoir du dumping de compagnies italiennes ou françaises ou allemandes, évidemment, c'est plutôt les voisins qui vont offrir ce genre de service. Puis les autres qui disent, mais dans la réalité, il n'y en aura peut-être aucun. Mais voyez le genre de problème. L'électricité, la controverse. Donc, il y aura un accord. Il est prévu un accord sur l'électricité. Ça, tout le monde est assez d'accord. Opposants, partisans pensent que c'est nécessaire effectivement qu'il y ait un accord sur l'électricité entre la Suisse et l'Union européenne parce que ça permettra de stabiliser le réseau, ça permettra de mieux offrir de l'électricité suisse quand on est en surplus, ça permettra de mieux acheter de l'électricité de l'Union européenne quand on en manque. Actuellement, les accords, c'est plus des accords entre la Suisse et la France, l'Italie, l'Allemagne, mais lui est en train de communautariser tout le réseau électrique. Donc, il est nécessaire d'avoir un accord aussi avec l'Union européenne et pas simplement avec la France et l'Allemagne. Donc là, il n'y a pas trop de controverse sur le fait qu'il faut un accord sur l'électricité, même l'UDC est d'accord. Par contre, la nouveauté, c'est que dans le droit de l'Union européenne, il y a un libre choix du petit consommateur. C'est-à-dire que dans le droit de l'Union européenne, le petit consommateur, c'est-à-dire pas les entreprises, c'est-à-dire vous et moi, a le choix entre le provider, comment on dit, le fournisseur cantonal, par exemple, les SIG, et un privé, par exemple, ou plusieurs privés. Actuellement, on n'a pas ce choix, et on a voté là-dessus. Aujourd'hui, on est obligé de prendre ce que les SIG nous proposent à Genève, par exemple. Donc là, il y aurait le choix. Et une partie de la gauche et des syndicats disent « Ouais, mais ça va être catastrophique, peut-être que quelques années vous ferez des bénéfices, mais après, dès qu'il y aura un gros problème d'approvisionnement, les prix vont augmenter énormément et les plus pauvres vont se faire avoir et vont perdre beaucoup d'argent. » Il y a un problème aussi avec les surveillances d'État, des aides d'État selon les règles de l'UE. Je passe, mais on peut revenir si vous voulez. Alors, passons aux risques posés par un échec. Alors, quels sont les risques posés par un échec? C'est ce qu'on appelle la non-obsolescence des accords bilatéraux. C'est-à-dire que l'Union européenne sanctionne la Suisse et, par exemple, sanctionne les industries d'exportation, les universités. C'était ce qui était en train de se produire ces derniers temps. Ces derniers temps, l'Union européenne donc, a exclu la Suisse des programmes de recherche et puis l'Union européenne a dit les accords sur ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce ne vont pas être mis à jour. Donc dans la pratique, ça veut dire qu'ils vont réinstaurer des contrôles techniques sur l'exportation des marchandises suisses vers l'Union européenne. Donc un des grands intérêts des accords bilatéraux, c'est d'avoir supprimé tout ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce. Toute cette bureaucratie qui vous oblige à tester, homologuer, normaliser tous vos produits d'exportation.
Et donc, grâce aux accords bilatéraux, on a supprimé ça, mais l'Union européenne n'arrêtait pas de dire ces derniers temps, on va les réintroduire. Elle les avait déjà réintroduits sur les instruments médicaux, ce qui est, vous savez, très important en Suisse, 2,7% du PIB, autant que le tourisme. Il n'y avait pas d'accord sur l'électricité jusqu'à maintenant. Et surtout, on craignait que cette année, ou peut-être début de l'année prochaine, l'Union européenne rétablisse les contrôles techniques sur le commerce des machines-outils, la pharma, le textile. Ça, c'est des secteurs très importants. Et là, surtout la pharma et les machines disaient on ne peut pas se permettre ça. Alors, grâce à l'accord global, il y a comment on dit, memorandum, il y a un, ouais, il y a un gel. Il y a un gel de ces mesures de représailles de l'Union européenne. Et donc, les universités suisses réintègrent la recherche européenne dès le 1er janvier. On a réintégré. Et donc, ces mesures qui étaient prévues et qui auraient pu être très graves sont gelées. Et donc, l'Union européenne, pour l'instant, tant qu'on n'est pas au bout de cette affaire, n'applique aucune représaille contre la Suisse, aucune sanction contre la Suisse. Donc ça, c'est évidemment un intérêt pour la Suisse, c'est que ça gèle tous ces problèmes, au moins jusqu'en 2028 ou 2029, quand on aura voté sur le sujet. Alors, il y a encore beaucoup d'incertitudes, et c'est pour ça que ça devient très, très compliqué, parce qu'il n'y a pas que ce dossier-là, il y en a d'autres, comme des initiatives qui sont en embuscade. Donc, il y a l'initiative de l'UDC sur la durabilité, donc qu'on appelle plutôt l'initiative sur une Suisse à 10 millions, je crois que c'est plutôt ça que nous disent pour la communication. Si cette initiative était acceptée, alors voilà, il est prévu qu'on puisse limiter l'immigration du monde entier et surtout de l'Union européenne. Pourquoi je dis surtout de l'Union européenne? Parce que l'immigration du monde entier, on peut déjà la limiter. Ce qu'on appelle la loi sur les étrangers, elle permet déjà de limiter et de mettre des quotas sur les ressortissants hors Union européenne. C'est des quotas assez stricts. Donc, en fait, les seuls qui seraient touchés, c'est les ressortissants de l'UE, qui, eux, ne sont pas soumis à des quotas, puisque l'accord sur la libre circulation des personnes, libre établissement des personnes, interdit les quotas. Donc, ce serait surtout la libre circulation des personnes qui serait remise en cause si cette initiative était adoptée, comme ça avait été le cas dans des précédentes initiatives, si vous vous souvenez, sur l'immigration de masse ou l'immigration modérée. Ces initiatives aussi étaient contraires aux accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation des personnes. Et donc le Conseil fédéral, la majorité du Parlement rejette cette initiative, mais elle a des probabilités de passer. Elle vient brouiller évidemment tout le débat sur ce paquet global. Il y a une autre initiative qui s'appelle Boussole, qui demande un référendum obligatoire sur les bilatérales 3 ou le paquet global. Donc il y a une récolte de signatures en cours avec un grand écho médiatique. Pourquoi? Parce que c'est pas encore clair, mais il semble que ce paquet global ne serait pas soumis au référendum obligatoire. Donc, en d'autres termes, il serait soumis qu'au référendum facultatif. Donc, il faudrait que 50 000 citoyens demandent l'organisation d'un référendum. Bon, il y aura évidemment 50 000 citoyens qui demanderont l'organisation d'un référendum. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si c'est un référendum obligatoire, il faut la double majorité du peuple et des cantons. Alors que si c'est un référendum facultatif, il faut seulement la majorité du peuple. Et on sait bien que les oppositions sont surtout dans les cantons, surtout périphériques, surtout en Suisse alémanique. Et donc, les opposants misent sur la double majorité, le référendum obligatoire, pour qu'il y ait une double majorité. Et donc, même si ça passe au niveau populaire, ça ne passe pas au niveau des cantons. Et puis, il y a aussi une nouvelle initiative de l'UDC sur la protection des frontières. Donc, vous voyez, ça complique encore les choses. Le calendrier politique, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Je vous ai mis là une esquisse. C'est compliqué. Je ne vais pas reprendre, peut-être c'est un peu fastidieux. Mais
il semble que les partisans du paquet global veulent faire traîner ça à après les élections fédérales de 2027, de l'automne 2027, alors que les opposants, type UDC, aimeraient que ce soit avant les élections pour que ce soit un enjeu de la campagne et qu'ils surfent dans les élections là-dessus. Les partisans avaient déjà réussi le coup, effectivement, en 2019, quand il y a eu les élections fédérales, non, en 2021, quand il y a eu les élections fédérales, excusez-moi, ça n'avait pas été pollué par le débat, puisqu'on en avait pu parler. Mais là, la situation sera différente, parce que là, on aura le texte, et l'UDC va dire, mais vous voyez, on a le texte maintenant, et on voit ce traité de soumission coloniale, carcérale, que vous voulez nous imposer. Donc, il y a beaucoup de tactiques, mais ça... Et donc, si ça traîne, c'est en partie pour des raisons tactiques, mais je ne suis pas sûr que ce sera suffisant. Et là, je vous ai mis le calendrier politique et comment ça peut se mélanger avec donc, les autres initiatives. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais vous voyez que c'est compliqué et que ça réfléchit au niveau des états-majors pour essayer de ne pas tout mélanger, mais en même temps, tout va se mélanger, donc ça craint. Autre difficulté, tous les partis politiques, sauf l'UDC et les Verts libéraux, sont divisés. L'UDC est très clairement contre, les Verts libéraux sont très clairement pour, les autres, on ne sait pas très bien. Le Parti socialiste, pour l'adhésion à l'UE, il y a une branche même très europhile, mais il y a une opposition très très dure de la part des syndicats, le fameux Pierre-Yves Maillard, etc. Parti très divisé, en partie les Verts aussi, même s'ils sont moins vocaux sur le sujet. Est-ce que les syndicats, Maillard et compagnie, vont changer d'avis s'ils obtiennent des concessions au niveau interne? C'est ce qu'ils exigent. Par exemple, extension des conventions collectives de travail, des garanties donc, que le patronat leur donnerait. Moi, j'ai l'impression que c'est le cas, que c'est un peu du bluff qui vise haut, parce que c'est un bluff qui avait réussi lors des bilatérales 1 et 2. Les syndicats, la gauche, avaient menacé de s'opposer aux bilatérales 1 et 2 si on ne leur offrait pas ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Et ils avaient pas mal réussi. Et donc, je pense qu'une bonne partie veulent rééditer le grand coup. Faire du chantage, quoi. Est-ce que ça a marché ou pas? C'est toujours difficile parce que donc j'étais à une conférence ce matin à Lausanne, il y avait Pierre-Yves Maillard, il y avait Cassis et autres. Maillard, il a fait rouler les mécaniques comme d'habitude, donner l'impression qu'il est déterminé, que jamais il cédera. Mais en fait, ça fait partie du bluff dans une négociation de la part de ce genre d'animal politique. Donc, j'ai de la peine à dire. J'ai d'autres personnes qui me disent que non, c'est vraiment une opposition plus fondamentaliste. Le PLR, le Centre sont en principe pour ou accueillis favorablement, mais sans beaucoup d'enthousiasme, comme le Conseil fédéral d'ailleurs, ont accueilli cet accord favorablement, mais le président du Centre, Pfister, a dit « Mon parti est très divisé, je ne sais pas s'il l'acceptera au bout du compte ». PLR a l'air aussi très divisé. Cassis, c'est très bizarre. Donc, je l'ai vu ce matin. Il a dit que c'est un excellent accord. Et il a dit que c'était 10 fois mieux que le précédent. Donc, l'accord cadre institutionnel qui a été refusé en 2021. Il a dit que l'accord cadre institutionnel était mal fichu, alors que pendant toute la campagne, jusqu'en 18 et 21, il disait que c'était bien fichu. Et il dit que c'est grâce à lui que le Conseil fédéral avait tiré la prise. Alors, il était à la fois des mots qui disaient « je vais me battre pour ça », puis en même temps une impression de passivité, comme s'il n'allait pas monter au créneau. On lui a dit « mais pourquoi vous n'entrez pas dans la campagne? Pourquoi vous laissez le champ libre aux adversaires ?» Il répond « quand on n'a rien à dire, on se tait ». C'est un peu subjugué par cette phrase.
un ministre des Affaires étrangères, quel que soit le parti, doit avoir quelque chose à dire. Et donc, on a l'impression, on avait aussi la conférence de presse avec Mme von der Leyen, il y avait 3 conseillers fédéraux. Bon, évidemment, Parmelin n'était pas très enthousiaste. Et les 2 autres, je sais pas, ils payaient lip services, hein, ils bougeaient les lèvres pour dire oui, on est enthousiaste, c'est très bien, mais tout le reste du corps donnait l'impression que c'était pas l'enthousiasme général. Voilà. Donc c'est assez bizarre, hein, cette situation. Première fois que des négociations diplomatiques aussi longues et difficiles se produisent. Ah oui, il a aussi dit un truc bizarre, Cassis, il a dit que Burkhalter, son prédécesseur, avait donc démissionné parce que le sujet était trop... Il n'arrivait pas à le maîtriser. Donc voilà. Maintenant, il ne faut pas être totalement pessimiste. Il y a des éléments de résilience de la voie bilatérale. Il y a quand même des intérêts mutuels à maintenir et réformer cette voie bilatérale. D'une manière générale, la Suisse et l'UE sont des acteurs rationnels. Les problèmes que j'ai évoqués, il faut quand même les relativiser. Hein. Et M. Cassis a dit quelque chose de juste tout à l'heure. Il disait, à la chute de Byzance, on se disputait sur le sexe des anges. Les intellectuels se disputaient sur le sexe des anges, est-ce que c'est un ange est un homme ou une femme, je ne sais pas si il être bi ou à l'époque, je ne sais pas, ou trans, mais ils se disputaient là-dessus, et puis voilà, et Byzance tombait au XVe siècle. C'est vrai que c'est un peu ça. Ce dont je vous ai parlé, c'est un petit peu le sexe des anges, c'est un peu des listes à l'après-vert, on se perd dans des détails qui ne sont pas hyper importants. Et donc peut-être qu'il faut relativiser les problèmes, et il existe des solutions pour sortir des impasses. Là, j'ai une diapo que je ne vais pas reprendre en détail, mais c'est celle qui rappelle toutes les difficultés dans la voie bilatérale. On en a eu des crises. Et à chaque fois, on nous a dit ah, c'est la fin du monde, on ne va pas s'en sortir, jusqu'à l'accord cadre institutionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'écrivait en 2021, c'est pas si vieux que ça. C'était le catastrophisme, c'était la fin du monde, etc. Et, bon, il y a maintenant un accord global qui reprend l'essentiel de l'accord cadre institutionnel. Donc il faut un tout petit peu relativiser. Il faut aussi un peu relativiser sur l'échec de l'UE, l'effondrement de l'UE. C'est un discours que je n'ai pas arrêté d'entendre depuis 35 ans. C'est toujours la fin de l'UE. Il faut prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport à tous ces écrits, ces dires catastrophiques. Néanmoins, la situation est compliquée. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes et donc on n'est pas sorti de l'auberge.